Bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment découvrir les métiers à partir du cloud. Ce séminaire se tournera autour de le cloud computing. Qu'est-ce que le cloud computing? Responsabilité partagée, modèle cloud, coût d'investissement et coût d'exploitation, les avantages du cloud, les types de services cloud, IaaS, PaaS et SaaS, et enfin les nouveaux métiers du cloud. Tout cela avec Dr Soufiane Mahaldi, membre du corps professoral de l'Université de Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Soufiane. Dr Soufiane, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour Malek, bonjour, merci beaucoup. Je vous remercie et je me présente, je suis Soufiane Mahatli, enseignant chez Mid-Ocean University. Je vais présenter un webinaire de 40 ou 45 minutes sur la thématique cloud et les nouveaux métiers en fait dans les clouds. Voilà, donc je me partage. Ok. J'ai préparé en fait quelques slides pour s'initier à ce domaine du cloud. En fait. Donc la thématique, c'est qu'on va découvrir les nouveaux métiers dans le cloud et on va avoir une étude de cas sur le cas de cas Azure. Hein. Donc, réellement, on a dans le domaine public, on a différents types de cloud. On a le cloud de Microsoft qui s'appelle Azure. Il y a le cloud d'Amazon, il s'appelle Amazon Web Service. Il y a le cloud de Google, il s'appelle GCP, Google Cloud Platform. Il y a des clouds sur Alibaba Cloud et autres. Donc, il y a beaucoup de clouds publics. Essentiellement, on va étudier le cas de Microsoft qui est Azure. Donc, notre parcours est le suivant. On va, donc, avant de discuter les différents et les nouveaux métiers sur le cloud, donc, on va faire une introduction basique sur le cloud computing, ses avantages et bien sûr les différents types de services sur le cloud. On a l'IaaS, le PaaS et le SaaS. Et dernièrement, on va discuter les nouveaux métiers du cloud. Voilà. Voilà, donc le cloud computing, en fait, c'est un ensemble de services informatiques qui sont hébergés quelque part sur des data centers partout dans le monde. Hein. Donc, on a donc l'hébergeur qui est Microsoft. Il a déployé des dizaines de data centers partout dans le monde, dans différents pays, bien sûr. Et ces data centers, ils sont hautement disponibles. Et bien sûr, il a ajouté une couche applicative pour se connecter à ces différents data centers. Et sur le cloud, en fait, on peut gérer ce qu'on appelle les services de calcul. Donc, il y a le calcul, c'est tout ce qui est machine. Et bien sûr, je peux aussi gérer la partie réseau de networking. Donc, je peux créer des réseaux selon mon besoin. Et bien sûr, je peux aussi travailler sur des services de stockage. C'est pour sauvegarder les données, pour gérer les disques managés des machines virtuelles, etc. Donc là, donc voilà, juste une définition basique. Donc le cloud, donc réellement, les services ils ne sont pas hébergés par l'entreprise ou chez l'entreprise ou chez l'utilisateur final. Par contre, ces services ils sont hébergés quelque part sur le cloud. Hein. C'est dans un pays bien déterminé, ça dépend de la région ou la zone géographique cible. Donc, auparavant, on distingue le cloud. Donc, il y aura le cloud privé et le cloud public et le cloud hybride. Donc, on commence par le cloud privé.
Donc, dans le cloud privé, en fait, l'entreprise, donc qui est là, l'entreprise elle souhaite héberger ces données dans un cloud qui est déjà privé, hein. Donc, il y a la notion de sécurité. Donc, les data centers, peut-être, ils sont hébergés que ce soit dans l'entreprise ou dans notre emplacement, mais ça sera toujours, il est privé, c'est-à-dire l'accès, il est fourni seulement aux collaborateurs de l'entreprise, hein. Donc réellement là, si vous êtes externe à l'entreprise, donc on n'a pas, on peut pas avoir accès aux différents services du cloud. Donc, les organisations, généralement, c'est eux ou les collaborateurs des organisations, c'est eux qui vont exploiter réellement le service du cloud, hein. Donc, si je suis externe, donc je suis incapable d'avoir un accès sur le cloud privé de l'entreprise. Donc, voilà, donc grosso modo, de quoi il s'agit. Mais généralement, il y a la notion du coût, c'est que l'entreprise, elle doit acheter tout le matériel, que ce soit des serveurs physiques, des réseaux pour les data centers, ce qu'on appelle du stockage, de l'intégration de la solution, du déploiement, des licences, tout, hein, tout, il va être acheté par l'entreprise et il a un coût bien déterminé. Mais là, il y a le point de sécurité, c'est-à-dire que le cloud, il est sécurisé au niveau accès, c'est-à-dire les données, ils sont chez l'entreprise et bien sûr, donc l'entreprise a là son propre environnement cloud dédié et bien sûr, comme j'ai dit, ils sont hébergés dans ses propres centres de données et bien sûr, il est géré par le fournisseur de services, que ce soit l'entreprise ou autre. Mais voilà, donc si on compare côté coût et sécurisé, il est plus coûteux, mais moins avec plus de sécurité, hein. Donc, on a une sécurité accrue quelque part. Par contre, on peut définir aussi le cloud public. Donc là, c'est le cas d'étude, hein, c'est le cloud public de Azure, hein. Donc là, voilà. Donc c'est Microsoft, en fait, qui a déployé l'infrastructure informatique qui offre en fait des services et des ressources qui sont partagées à plusieurs utilisateurs. Donc, on a des ressources telles que les serveurs, les stockages, les applications. Ils sont tous hébergés et gérés par le fournisseur du cloud, hein. Donc là, la gestion, ce n'est pas par l'utilisateur final, mais par le fournisseur du cloud qui est Microsoft. Donc, généralement, là, les utilisateurs du cloud payent généralement les frais de fonctionnement et de leur utilisation. C'est-à-dire, il ne va pas acheter tout le data center pour travailler, seulement il va acheter le service avec un timeline bien déterminé. Voilà. L'accessibilité à ce service, généralement, elle est faite à travers ce qu'on appelle un réseau Internet. Donc, c'est le réseau public. Voilà. On définit aussi ce qu'on appelle le cloud hybride. Donc, dans le cloud hybride, on a deux cas de figure. On va utiliser le cloud privé et le cloud public. C'est-à-dire que actuellement, si je suis sur le cloud privé, je suis incapable, même toutes les entreprises, hein, sont incapables de reproduire les mêmes services du cloud public, hein, parce que le cloud public, il est très riche en termes de services. Si je prends Microsoft, on a plus de 200 services. Et donc, le cloud privé, on ne peut pas reprendre tous les services de cloud. Et donc, généralement, l'entreprise, elle dit, voilà, j'ai besoin d'utiliser des services qui sont quelque part bien développés sur le cloud public. Et dans ce cas, outre que le cloud privé, je dois utiliser les bénéfices ou des services du cloud public. Voilà, c'est ça l'utilité, hein, voilà.
Si je fais un tableau comparatif entre les deux modèles, donc le premier modèle, c'est public, donc on n'a aucune dépense en capital effectuée, donc en Skylab. Les applications peuvent être rapidement configurées et déprovisionnées et généralement, les organisations elle paye uniquement pour ce qu'elle utilise. Donc, on appelle ça pay as you go, c'est-à-dire tant que je consomme, donc tant que je dois payer le frais de consommation. Après, on a le cloud privé. Donc, le matériel doit être acheté pour le démarrage et la maintenance. Donc, les organisations aussi, ils disposent d'un contrôle. Donc, il y a un peu le point de sécurité qui est important. Et bien sûr, les organisations aussi ils sont responsables de la maintenance et des mises à jour, hein. C'est vrai, vous avez accès à la machine, par exemple, à une machine virtuelle sur le cloud, mais l'administrateur ou l'entreprise elle a la tâche de gérer cette machine, de faire les mises à jour, d'exploiter, voilà, d'exploiter la machine efficacement. Bien sûr, après, on a le cloud public. Donc, il offre plus la plus grande flexibilité. Les organisations déterminent où exécuter leur application, que ce soit en privé ou en public. Et donc là, je contrôle la sécurité, outre que je bénéficie des avantages du cloud public. Maintenant, côté coût, on peut on peut définir deux termes, ce qu'on appelle CAPEX et OPEX. Donc, CAPEX, c'est quoi? C'est dépenses d'investissement. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque je vais déployer une infrastructure physique ou un data center, je dois acheter le matériel, hein. Donc, j'ai un coût de démarrage, voilà, j'ai des coûts de dépenses d'investissement, etc. Après, outre que le coût de démarrage, j'ai un coût de fonctionnement, c'est-à-dire, par exemple, la facturation d'électricité, la facturation, par exemple, des licences, la facturation des salaires des employés, que ce soit des ingénieurs, des techniciens, etc. Tout ça, doit être inclus dans la facture ou le bilan final de l'entreprise. Tout ça, c'est essentiellement sur la partie, que ce soit privée ou hybride, hein. On a besoin d'utiliser les termes CAPEX et OPEX. Par contre, si je travaille sur les clouds publics, je dois utiliser le modèle qui s'appelle Pay as you go ou ce qu'on appelle le modèle basé sur la consommation. Donc, en fait, les fournisseurs de cloud, fonctionnent sur un modèle basé sur la consommation. Donc, vous devez payer seulement ou uniquement les ressources qu'il utilise. Donc, par exemple, on peut faire des améliorations au niveau des prévisions du coût. Je peux payer les prix, ils sont fournis en préalable. Et bien sûr, la facturation, elle est basée sur l'utilisation réelle. Et à la fin du mois, tu vas voir une facture, bien sûr, sur tous les services que vous avez déjà consommés. On passe maintenant à la partie avantages du cloud. Donc là, on a différents types d'avantages au niveau des clouds. On a l'avantage de haute disponibilité. Voilà, donc l'un des avantages accrus au niveau du cloud, c'est que j'ai une haute disponibilité, c'est-à-dire, il n'y a pas la possibilité, on appelle ça le SLA, on n'a pas le problème que je vais imaginer que tout le data center, ça sera échoué. Mais par contre, peut-être, hein, c'est pas 100%. Donc, il n'y a pas, même au niveau Microsoft, il n'y a pas, c'est-à-dire une affirmation qui dit, voilà, on vous garantit 100% de haute disponibilité. Non, c'est jamais. Donc, parce que là, il y a peut-être des problèmes naturels, des inondations, voilà, donc, qui se passent quelque part sur des régions bien déterminées.
Mais je peux bien sûr réduire ça avec la haute disponibilité si je peux déployer des ressources dans des régions X et je vais le déployer aussi dans des régions Y. On parle aussi de scalabilité. De scalabilité, c'est que je peux, par exemple, si j'ai une ressource X, je peux le rendre scalable. Par exemple, je peux le modifier dans sa taille, je peux le dupliquer, etc. Prévisible, c'est-à-dire je peux faire des prévisions sur ma consommation et changer, bien sûr, le modèle de consommation ou la facturation souhaitée. Il y a aussi la gouvernance, selon la gouvernance, on parle de la gouvernance et la conformité par rapport à des benchmarks bien déterminés. On a aussi la scalabilité et l'élasticité, ça marche ensemble. C'est l'agilité, voilà, on parle de l'agilité. La solution, elle est fiable, donc il n'y a pas généralement, les données qui sont sur les clouds ne sont pas claires. Généralement, on a des services qui sont chiffrés, cryptés. Donc, on fournit aussi au niveau du cloud des services de sécurité comme les pare-feux, les security groups, les VPN, etc. Donc, il y a plein de services au niveau des clouds, le multi-factor authentication, etc. Et bien sûr, il va vous donner une couche de gestion simple. On passe maintenant à la partie service cloud. Donc, réellement, on distingue plusieurs services, mais on peut le diviser ou subdiviser en différents modèles. Il y a le modèle IaaS, Infrastructure as a Service. Il y a le modèle PaaS, Platform as a Service, et le modèle SaaS, Software as a Service. Donc, on va discuter tous ces modèles-là. Donc, l'IA, c'est quoi? C'est de l'infrastructure, hein. Donc, on vous fournit des serveurs, des baies de stockage, des pare-feux, des réseaux, en fait, des installations même physiques. Donc, tout ça, on peut les créer sur la base du paiement as you go, hein. Et bien sûr, qu'est-ce que je vais faire? Je vais louer réellement des serveurs, des machines virtuelles, du stockage, des réseaux. Je vais louer aussi des systèmes d'exploitation que je vais le consommer pendant un certain temps. Maintenant, on parle du pass. Le pass, c'est-à-dire, je vais dire, voilà, par exemple, je suis aujourd'hui un développeur et le développeur, il a besoin d'héberger, par exemple, son application sur un serveur web. Donc, pour préparer le serveur web, je peux, par exemple, je peux créer en mode IaaS, c'est-à-dire je peux faire l'approvisionnement d'un serveur machine Linux ou Windows, serveur ou autre. Et bien sûr, je peux installer un serveur web et après, je peux pousser le code vers le serveur web et comme ça, je peux faire l'hébergement. Mais avec le pass, qu'est-ce qu'il dit? Donc, tu n'as pas besoin de faire l'approvisionnement d'une machine Linux from scratch. Non. Donc, par contre, Microsoft, elle peut vous donner un service préconfiguré dans lequel il y a un serveur web installé. C'est-à-dire, c'est pas l'administrateur qui va installer le serveur web, mais c'est Microsoft. C'est ça l'idée, hein. Donc, Microsoft, elle va faire cette tâche. Et donc, l'idée, c'est de alléger les tâches administratives, hein, c'est ça, donc de faciliter pour éviter voilà, les problèmes de compatibilité, etc., les pertes de temps. Bon, voilà, tu vas avoir un serveur web, par exemple, Apache ou, je ne sais pas, .NET ou Tomcat pour pousser des codes Java, etc., qui est préconfiguré. Et donc là, ce sont les outils de développement qui sont déjà déployés en préalable. Et bien sûr, il y a d'autres, hein, certainement, il y a d'autres services PaaS, il y a ce qu'on appelle les bases de données. Donc, à la place de préparer des bases de données from scratch, donc Microsoft, il va vous donner une base de données préconfigurée. C'est juste, tu vas pousser vos données, tu vas créer vos tables, etc. Donc là, ça dépend. Donc, bien sûr, chacun il a son coût, chacun il a son moyen. Et bien sûr, on va voir la différence après, hein, dans la responsabilité partagée. Ok, maintenant on parle des solutions SaaS.
Donc, le SaaS, c'est quoi? C'est Software as a Service. Donc, on appelle ça le Software as a Service. Donc, c'est un logiciel. C'est-à-dire, je vais consommer le service cloud comme étant un logiciel. Voilà. L'un des logiciels les plus reconnus avec le pack Microsoft, on appelle ça le Office, le pack Office 365. Là où je peux trouver le Outlook, le Teams qu'on utilise maintenant, le SharePoint. Je te dis, tu n'as pas besoin d'installer Teams ou Outlook, hein, c'est déjà installé. Et donc, même le Word, l'Excel, etc., on peut le consommer sans aucun problème. Maintenant, on passe vers le modèle de responsabilité partagée. Ce modèle-là, il va faire la différence entre le SaaS, le PaaS et le IaaS en comparaison avec le local, hein, le on-premise. Donc, comme vous voyez, dans le local, donc, vous avez toute la responsabilité, c'est-à-dire l'entreprise, elle a toutes les couches de contrôle. Elle peut contrôler tout réellement. Elle peut contrôler les couches physiques, la couche réseau, jusqu'à l'applicatif. Mais maintenant, lorsque je vais aller sur le cloud, donc comme vous voyez sur les IaaS, donc sur les IaaS ici, donc généralement, je peux seulement contrôler, donc il y aura ce qu'on appelle la responsabilité partagée. C'est quoi la responsabilité partagée? Parce qu'il y a des intervenants. Réellement, l'intervenant ici, c'est il y a Microsoft et il y a le client. Voilà, au moins deux. Donc, Microsoft, c'est avec le bleu ici, bleu ciel. Donc, Microsoft, elle va gérer le centre de données physique qui est hébergé quelque part dans le monde. Elle va gérer aussi les réseaux physiques. Elle va gérer aussi les serveurs physiques, les systèmes d'exploitation qui va le préparer, etc. Mais pour vous, au niveau IA, c'est vous qui va, c'est l'utilisateur qui va choisir l'OS, hein. Donc, c'est lui qui va choisir l'OS, qui va préparer la carte réseau ou le réseau de connexion. C'est l'utilisateur qui va installer l'application qu'on va l'exploiter et les autres, hein, jusqu'à les informations et les accès aux données. Par contre, en mode pass, le pass, c'est Microsoft qui les gère, hein, c'est pas vous. Donc, par exemple, si j'ai des mises à jour en IaaS, donc c'est l'utilisateur qui fait cette tâche, c'est-à-dire l'administrateur, il doit faire les mises à jour du système d'exploitation, euh, pardon, la sécurité du système d'exploitation, etc. Par contre, en mode pass, je n'ai pas besoin. C'est Microsoft, c'est la tâche de Microsoft et ce n'est pas ma tâche. Et donc là, on va alléger les tâches administratives. Alors, comme vous voyez dans le SaaS, vous allez gérer juste la layer application, hein. Et même gérer les données essentiellement. Même l'application, on ne va pas les gérer parce que l'application, le SaaS, elle est gérée par Microsoft. Et pour vous, vous gérez par exemple les comptes utilisateurs, les identités, les utilisateurs qui vont se connecter à l'application, les appareils à partir de laquelle je vais gérer les applications, la conformité des appareils, les profils de sécurité des applications, etc., etc., l'accès aux données, etc. Tout ça, on appelle ça ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée qu'on peut l'avoir quelque part ici sur le pass. Voilà, donc là, comme vous voyez, un petit résumé toujours sur les différents services. Donc, on a le IaaS, c'est le service cloud le plus flexible. Donc, vous allez gérer, configurer le matériel pour vos applications. Il y a aussi le PaaS qui focalise sur le développement de l'application. La gestion de la plateforme, elle est gérée par le fournisseur de cloud. Et on a aussi ce qu'on appelle le SaaS. Donc, le SaaS, généralement, il est déployé, c'est vrai, sur Azure, mais on a une couche d'administration un peu allégée et je gère essentiellement les accès aux données, aux données
les données, la partie utilisation, authentification, etc. Mais là aussi, il dit on peut gérer aussi à base d'un abonnement. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle les licences, hein. On peut aussi gérer les licences. Il y a ce qu'on appelle le Intra-ID, le, le Office 365. Ce sont tous des applications SaaS sur Azure. OK. OK. Maintenant, on va voir une autre thématique. Donc, c'est juste là, je veux faire une petite présentation sur le système, hein, ou sur les clouds pour les gens qui n'ont pas une idée sur le métier cloud de façon générale. Maintenant, on va voir une autre thématique qui est corrélée à ce sujet. Et donc, on va parler des métiers derrière le cloud. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsque vous allez partir ou vous travaillez, souhaitez travailler sur le cloud, qu'est-ce qu'on va travailler réellement? Et donc là, il y a plusieurs métiers, mais juste à titre d'exemple, j'ai mis quelques métiers. Donc là, je vais commencer par le métier architecte, en fait, architecte cloud. Voilà. Donc l'architecte cloud, en fait, c'est un professionnel, voilà. Donc c'est un professionnel qui est spécialisé dans la conception, la planification et la gestion des infrastructures cloud. Et peut-être, bien sûr, il a travaillé dans le on-premise, hein. Et bien sûr, il doit répondre aux besoins spécifiques d'une organisation. Donc, les principales responsabilités, elles incluent la création d'architecture sur le cloud, des architectures qui doivent être robustes. Il doit sélectionner les services cloud appropriés. Il doit gérer la sécurité et la conformité, ainsi qu'il doit optimiser les coûts, hein, parce qu'il ne faut pas payer beaucoup de factures à la fin du mois. Donc, toujours, il faut bien sûr avoir quelqu'un qui est expérimenté et qui est expert, qui a bien sûr une connaissance approfondie des différents plateformes, et qui a des compétences même en premise, comme j'ai dit, en virtualisation, en réseau, en sécurité, ainsi qu'une compréhension des meilleures pratiques en matière, on appelle ça le best practice en matière d'architecture cloud. Bien sûr, il doit être aussi capable de collaborer avec d'autres membres de l'équipe informatique, et bien sûr, il doit traduire les besoins métiers en solutions technologiques qui doivent être efficaces. Voilà. Voilà. Maintenant, on va parler sur l'ingénieur DevOps. Donc, l'ingénieur DevOps Cloud, il est chargé de fusionner les pratiques de développement et exploitation. Mais là, on peut même, il y a des ingénieurs DevOps, il y a des développeurs aussi, hein. Donc, l'idée de DevOps, c'est dev et opérationnel. C'est-à-dire, c'est un métier de collaboration, en fait, entre les développeurs et les opérationnels pour, bien sûr, optimiser et accélérer le processus de développement logiciel, tout en intégrant les services de ressources et les ressources proposées par Microsoft. Donc, les principales responsabilités, donc, elles comprennent l'automatisation des processus de déploiement, aussi la gestion des configurations, la surveillance des performances, la collaboration étroite avec les équipes de dev et exploitation. Et bien sûr, un ingénieur DevOps, il peut travailler en DevSecOps, hein, donc la sécurité. Donc, ce sont des professionnels qui assurent également la sécurité et la conformité des applications déployées dans l'environnement Azure. Donc, il y aura des compétences clés pour un ingénieur DevOps
qui doit inclure une connaissance approfondie sur les outils DevOps, la maîtrise des services Azure, la gestion des infrastructures en code IAC, Infrastructure as a Service, et une compréhension des meilleures pratiques en matière de développement et bien sûr exploitation. Maintenant, on passe vers le métier du Security Cloud. Donc là, dans le Security Cloud, ou l'ingénieur en Security Cloud, c'est le responsable de la conception et la mise en œuvre des mesures de sécurité pour les architectures cloud. Donc, une fois vous avez déployé des architectures, qu'est-ce qu'on va faire? On va les sécuriser quelque part. Donc, y compris la gestion des identités, les pare-feux et la détection d'intrusion et bien sûr le déploiement des benchmarks de sécurité. Il y a aussi, outre que puisqu'on travaille, on parle de la sécurité, il y a le SOC Analyst Cloud. Donc, le SOC Analyst Cloud, en fait, il est chargé d'analyser les vulnérabilités, de surveiller ce qu'on appelle les incidents de sécurité et bien sûr, il est capable de fournir des rapports pour renforcer la posture de sécurité, bien sûr, dans le cloud. Il y a aussi des architectes, je pense que ce n'est pas bien mentionné ici, il y a des architectes en sécurité cloud, en fait, ce sont les architectes qui conçoivent des solutions de sécurité adaptées aux besoins spécifiques des environnements cloud et bien sûr en intégrant des protocoles de sécurité, des technologies comme l'authentification et bien sûr les cryptages. Il y a d'autres, vraiment le domaine il est un peu vague, mais c'est juste, j'énumère les postes, même s'ils ne sont pas bien mentionné ici. Il y a le consultant en Security Cloud. En fait, un consultant, son rôle, c'est de fournir des conseils et des recommandations sur la sécurité des solutions cloud en aidant les entreprises à élaborer des politiques et des stratégies de sécurité efficaces. Il y a aussi d'autres, il y a les experts de conformité. Donc, généralement, il assure la conformité aux normes réglementaires et aux politiques de sécurité spécifiques dans le contexte des services cloud. Donc, tous ces rôles, que ce soit ingénieur de sécurité, les SOC analystes, ce qu'on appelle les consultants, ils jouent un rôle crucial pour minimiser les risques et garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données dans des environnements cloud. Ah, il y a d'autres, il y a c'est quoi ça? Attends. Il y a d'autres spécialités de migration, cloud. Donc, généralement, les gens, il y a même les architectes ici, ils peuvent faire la migration sur les clouds, mais généralement, les ingénieurs qui exécutent cette tâche, ils sont généralement impliqués dans l'exécution concrète de la migration. Donc, la migration, c'est quoi? C'est de déplacer des applications et des données des systèmes on-premise vers le cloud ou d'un cloud vers un autre cloud. Je suis sur Azure et je veux déplacer des services ou des données vers Amazon, par exemple. C'est de la migration aussi. Et donc là, on va élaborer des plans stratégiques pour la migration. On va identifier les priorités, on va évaluer les risques et établir des feuilles de route pour passage en douceur, surtout en promise vers le cloud. Donc, c'est important. OK. Il y a aussi ce qu'on appelle le spécialiste en gestion du cloud, pardon, en automatisation de cloud
Et donc là, ce sont des ingénieurs qui sont responsables à créer des scripts et des outils automatisés pour accélérer et simplifier le processus de déploiement sur le cloud. Et même la migration, on peut le faire une migration automatisée, c'est-à-dire simplifier le processus de migration en réduisant bien sûr ainsi les erreurs potentielles. Okay. Il y a aussi les ingénieurs réseau sur le cloud. Donc, l'ingénieur réseau, donc il a le background peut-être réseau, c'est-à-dire sur le switching, il a la capacité de switching, de routage, d'utiliser les équipements ou les fonctionnalités, même réseau, virtualiser les pare-feux, les load balancers, etc. Donc, généralement, il a la tâche ou la responsabilité de la conception, de la mise en place et de la gestion des réseaux cloud en s'assurant que de la connectivité fiable et sécurisée des services. Donc, vous allez concevoir des réseaux qui doivent être adaptés aux besoins spécifiques de l'entreprise dans le contexte cloud, bien sûr, en intégrant des solutions de connectivité, de sécurité et de performance. Mais bien sûr, on peut distinguer aussi les administrateurs cloud, réseau cloud. On peut distinguer les métiers ingénieurs en sécurité réseau cloud, les spécialistes d'optimisation réseau cloud, les consultants en architecture réseau cloud. Il y a beaucoup, hein, donc on peut créer beaucoup, en fait, du métier là-dedans. Okay. Je bascule maintenant un peu sur le domaine des data parce que j'ai parlé beaucoup sur l'infrastructure, mais vraiment sur le cloud, on a aussi les data. Donc, le métier de data scientist cloud, elle combine en fait les compétences de sciences de données avec une expertise spécifique dans l'utilisation des services cloud qu'on va les traiter, les analyser, les tirer et bien sûr le visualiser à partir d'une grande quantité de données. Hein. Généralement, on parle du concept big data. Donc là, le data scientist, il applique des techniques de sciences de données pour extraire des informations significatives à partir de données massives. Hein. Voilà, c'est les big data, par exemple, des réseaux sociaux ou autres, des bases de données. Cela implique souvent l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique, de statistiques et d'outils d'analyse. Voilà. Et bien sûr, il y a d'autres. Il y a les spécialistes de sécurité de données cloud, il y a les consultants en stratégie de données cloud. Voilà, donc il y a les architectes de données cloud qui conçoivent les architectures de données. Parce que, outre les architectures, les infra, les serveurs web, etc., on a les architectures de données et les services de données comme le stockage, les services de traitement et d'analyse de données, etc. Il y a aussi des bases de données, c'est-à-dire, comme j'ai dit, les bases de données, c'est un service passe sur le cloud et on va quelque part, on va gérer les données, les sécuriser, les répliquer, etc. On a finalement, il y a un gestionnaire de coûts sur le cloud, c'est-à-dire, je peux donner, par exemple, on appelle ça le métier. Il doit, en fait, c'est de FinTech. Hein, donc là, c'est le métier qui s'appelle gestionnaire du cloud ou cloud, c'est-à-dire une personne qui a le background technique et financier. C'est-à-dire que l'idée là, c'est d'optimiser les factures. Voilà. Donc, en fin de compte, on va optimiser les coûts. Voilà. En fin de compte, je dois réduire le gaspillage ou le coût total de mes services consommés au fin de mois. C'est ça le but. Voilà. Avec des bonnes pratiques, je peux garder
bien sûr, et je peux gagner beaucoup si j'utilise les bonnes pratiques. Et bien sûr, tout ce travail doit être dédié à une personne qui a de la compétence technique et financière pour qu'il, bien sûr, pour qu'on on peut réduire la facture à la fin du jour. Voilà, voilà, voilà la présentation. Donc je vous remercie pour votre attention. À vous la parole, Malek. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, je répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Le sujet d'aujourd'hui est totalement important, donc vos questions seront également très importantes et Dr Soufiane est bien sûr à votre disposition. N'est-ce pas, docteur? Ouais, c'est un domaine tendance, hein. Donc tout le monde, il parle du cloud et même on l'utilise dans notre vie quotidienne. Voilà. Ce petit cloud, il nous aide. Ouais. Déjà, on utilise Teams. Teams, il est sur le cloud actuellement. Voilà. Donc, personne n'a des questions? Khaled, Fahed. Ah, voilà. Est-ce qu'il est possible d'apprendre tous ces métiers? C'est Khaled. Bon, merci Khaled. Donc, apprendre tous, je pense qu'il faut se spécialiser. Par exemple, si vous êtes, par exemple, actuellement un développeur, tu peux faire le développement sur les clouds, hein. Si vous êtes un administrateur de base de données en on-premise, tu peux être un administrateur de base de données sur les clouds. Si tu es un consultant en data science ou en on-premise, on peut utiliser les services de cloud pour avoir de data. Mais avoir tout, ça peut-être, nécessairement, il faut avoir du temps, hein, il faut avoir de l'expérience, il faut travailler sur différents projets. Comme ça, tu peux, bien sûr, réellement sur Microsoft, il y a plus de 200 services, hein. On ne peut pas apprendre tous les 200 services et même dans notre vie quotidienne, peut-être on ne va pas les utiliser, mais tu peux apprendre le maximum, hein. Voilà. Donc là, il va vous donner plus de chances d'avoir des opportunités sur le marché national et international. Super. Passons à Fahad Salami. Fahad Salami, la parole est à vous. Fahad, Oui, la parole est à vous. bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'ai une question pour Dr Soufiane, s'il me permet. Oui, bien sûr. J'aimerais j'aimerais savoir quels sont les différents types de services cloud, puisque là j'étais un peu en retard et je suis un peu embrouillé en fait. Quels sont les différents types de services de cloud? Bon, on a dans la présentation, on a divisé les services sur trois. Il y a les services IaaS, c'est Infrastructure as a Service, c'est les services d'infrastructure comme les machines virtuelles, les réseaux, les pare-feux, etc. On a les services PaaS, les plateformes as a Service comme les bases de données, les serveurs web, etc. Et on a les services SaaS, ce sont les logiciels sur le cloud, hein. Voilà, donc, mais certainement, il y a d'autres, hein. Il y a d'autres plans de services, les services de data, etc. D'accord, merci. Voilà, ma deuxième question, quels sont les avantages et les inconvénients du cloud? Bon, l'avantage, ça dépend. En fait, ça dépend. Il y a des entreprises qui disent, voilà, j'ai besoin que mes applications doivent être hautement disponibles. Je ne veux pas de rupture, hein, c'est ça le besoin. Donc, je ne veux pas des ruptures sur les opérations financières, ni sur le serveur web, etc. Et donc là, le cloud, c'est le bon choix
parce que vous allez avoir vous allez déployer des applications hautement disponibles et bien sûr qui sont scalables à tout moment, hein. C'est ça le but. Côté sécurité, bien sûr, Microsoft, elle va vous proposer des services de sécurité. Tu peux renforcer la sécurité de vos serveurs, hein, sans aucun souci. Peut-être, dans certains cas, le cloud, c'est pas gratuit, hein, c'est payant. Et même, c'est un peu cher, hein, c'est-à-dire, si je vais aller sur le cloud, c'est-à-dire, je ne vais pas gagner en termes d'argent, hein. Je cherche le luxury, c'est-à-dire, je cherche la haute disponibilité, le service, etc., mais il faut le payer. Donc, le coût, ça sera un peu quand même cher par rapport au on-premise. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, ma question est encore, bon, en parlant d'entreprise, comment choisir le bon fournisseur de cloud pour mon entreprise? Comment je peux choisir ça? Bon, ça dépend. Là, généralement, les services fournis, que ce soit sur Azure, sur Google Cloud Platform, sur le Amazon Web Service, ils sont tous presque similaires, hein. Mais bien sûr, certainement, il y a une différence pointue, hein, lorsque tu vas creuser là-dedans, dans le service, dans la disponibilité et même dans le support, hein. Le support Microsoft, ça diffère un peu du support de Amazon, hein. Et donc là, généralement, ça dépend. Donc, peut-être, si l'entreprise, dans certains cas, je vais vous donner un exemple, si elle utilise en on-premise les services de Microsoft, donc il dit, voilà, mes ingénieurs, ils sont Microsoft, et donc je ne veux pas changer, et donc je peux continuer dans l'utilisation de Azure, hein. Voilà, comme ça. D'accord, merci docteur. Et enfin, euh, quelles sont les meilleures, quelles seront les meilleures pratiques pour sécuriser mon cloud, mon infrastructure cloud? Voilà. Bon, les meilleures pratiques, Microsoft, elle propose ce qu'on appelle un Cloud Defender. Donc, c'est un service qui donne des recommandations sur les clouds, hein. Donc là, le Cloud Defender, en fait, c'est un service, le cloud payant, que tu vas l'activer. Une fois activé, il va faire le scan de votre architecture déployée et il va vous recommander les bonnes pratiques à utiliser et à déployer. Et si on a des vulnérabilités, si on a des faiblesses, etc., il va vous alerter. Et comme ça, il va vous proposer des actions à faire. Comme ça, tu peux modifier et remédier aux différents problèmes. D'accord, merci beaucoup docteur. Bon, je laisse la parole aux autres si ils ont des OK, questions. merci. Il y a Imam, il dit, voilà, Imam, merci. Il a deux questions. Un type te Oui, dit, il a vraiment deux questions. le Donc, nom durant la présentation, je m'attendais à un type de service cloud connu sous le nom de XaaS, signifie tout en tant que service. Pouvez-vous nous présenter un peu ce service et s'il est proposé par Azure Cloud? Bon, généralement, le X, c'est le même, hein. On a déjà parlé, hein. Donc, c'est vrai, on n'a pas parlé de XaaS comme étant modèle de cloud, mais là, on a parlé de IaaS, de SaaS et de PaaS, hein. C'est juste le X, tu vas le remplacer par I ou par P ou par S, hein. Et donc, c'est le XaaS, le XaaS, voilà, donc comme étant un modèle du cloud, hein. C'est réellement, spécifiquement, c'est le IaaS, le SaaS et le PaaS. Bien sûr, c'est vrai pour Imam, c'est vrai, il y a les services IoT, il y a les services aussi intelligence artificielle dans le cloud, hein. Donc, c'est vrai, puisque la présentation, on a juste spécifié, on a juste la limite pour introduire un peu les clouds, mais il y a réellement des services IoT pour la gestion de cloud. Peut-être dans un thème à venir, on va l'explorer ou les services intelligence artificielle sur le cloud. Ça existe, voilà, ça existe. Donc, dans la thématique data, essentiellement, lorsqu'on parle de data, de big data, on parle aussi de IoT et d'intelligence artificielle, en fait.
Super. Revenons à Fahad Salami. Je pense qu'il a de nombreuses questions à vous poser. Oui, Fahad, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais poser encore une question à docteur. Comment sécuriser mes données sur un stockage cloud, dans le cloud? Voilà. Comment sécuriser mes données dans le cloud? Sécuriser les données sur le cloud, en fait, c'est une question un peu vaste parce que ça nécessite peut-être 2, 3 heures de travail pour sécuriser et parler sur le stockage sur le cloud. Mais là, si je le résume, tu peux utiliser en fait le service qui est responsable au stockage sur Azure, il s'appelle le compte de stockage, dans lequel je peux créer des blobs, je peux contenir des Azure Files, ce qu'on appelle des tables, des files d'attente. Et tout ça, on peut le sécuriser essentiellement par Entra ID, ce qu'on appelle Azure Active Directory. Donc, c'est un point, c'est le service d'identité sur Azure. Et donc, je peux donner des accès aux utilisateurs en utilisant ce qu'on appelle Entra ID. Et sur Entra ID, je peux bien sûr appliquer ce qu'on appelle le multifacteur authentification, l'authentification multifacteur, l'accès conditionnel, la protection des identités, etc. Donc, on peut faire beaucoup de choses, hein. Et même, je peux, par exemple, sécuriser en utilisant les access keys des clés. Et donc, en utilisant ces clés, je peux gérer des jetons. Voilà, vous donner un lien pour télécharger ou utiliser le stockage pendant, par exemple, de 2 heures avec des permissions bien déterminées. Voilà. D'accord, c'est noté. Et comment je peux m'assurer que mes données sont confidentielles et sécurisées dans le cloud? Comment je peux m'assurer? Voilà. Pour s'assurer pour des données qui sont confidentielles, lorsqu'on parle de la confidentialité, essentiellement, on parle de chiffrement. Donc, réellement, Microsoft, pour le compte de stockage, il est par défaut chiffré, mais les clés sont gérées par Microsoft. Si vous voulez, toi-même, tu gères le chiffrement, c'est possible. Donc, tu peux gérer et créer des clés de chiffrement, mais tu dois le sauvegarder quelque part dans ce qu'on appelle le coffre-fort Azure, hein. On appelle ça Azure Key Vault. Et comme ça, tu peux récupérer les clés à tout moment, hein, sans aucun problème. Et donc, les données, ils sont tous chiffrés. Si quelqu'un il veut faire de l'écoute sur le compte de stockage, etc., donc il va trouver que les données sont bien chiffrées. D'accord, c'est noté. Et comment je peux garantir la performance et la disponibilité de mes applications cloud? Comment? Pour garantir la disponibilité, Microsoft, lorsque tu vas faire un contrat de service, donc Microsoft, elle va vous donner un SLA, ce qu'on appelle Service Legal Agreement, dans lequel il y a la qualité. Généralement, la qualité est juste à 99,99%. Et donc là, si tu veux augmenter la performance et essentiellement la haute disponibilité, Microsoft il va vous proposer de dupliquer vos ressources dans différentes régions géographiques, hein. Si tu vas créer des ressources, par exemple, au Qatar ou par exemple en France, ou UK, aux États-Unis. Donc là, c'est vrai, tu vas payer plus cher, mais tu as de la haute disponibilité de vos services, hein. Ça veut dire que ça dépend de la zone géographique, c'est ça? Voilà, ça dépend. Si tu veux travailler sur seule zone, ou 2 zones, ou 3 zones, ou 4 zones, hein, c'est à vous de choisir. D'accord, compris. Et comment je peux gérer et optimiser mes coûts, puisque là, ça ne sera pas vraiment facile. Comment je peux gérer et optimiser mes coûts de cloud? Euh, pour les coûts, ça dépend. Donc, les coûts, il y a plusieurs services. Microsoft, elle va vous proposer en fait ce qu'on appelle des recommandations. Voilà, des recommandations. Et bien sûr, ça dépend de votre utilisation. Par exemple, si vous avez un serveur que tu l'utilises seulement pendant les heures de travail.
Donc là, la recommandation, on va le fermer, par exemple, à 17 heures ou à 18 heures. On va l'ouvrir, par exemple, à 8 heures du matin. Comme ça, je gagne pendant la nuit, la machine, ça, elle est arrêtée et elle ne va pas consommer le solde, hein. Et donc, il y a beaucoup de... Pendant le week-end, si la machine, ça, on peut arrêter le service, etc. Donc, comme ça, donc, on peut optimiser les différents services. Et bien sûr, si j'utilise, par exemple, aujourd'hui les IaaS, qui est Infrastructure as a Service, qui est un peu coûteux, c'est le plus coûteux dans le cloud, c'est IaaS, je peux migrer vers le PaaS ou le SaaS, hein. Donc, ça dépend. C'est clair? Oui, oui, c'est clair pour moi. Bon, peut-être laisser la parole aux autres là, s'ils ont des questions. Sinon, bon, je peux continuer. OK, merci. D'accord. D'accord. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Juste une dernière question. Pouvez-vous nous suggérer une plateforme de formation gratuite de préférence pour avoir une idée sur les différents services? Ali Hamidi, Imam. Bon, pour des plateformes gratuites, je recommande de suivre ce qu'on a, la Microsoft. Microsoft, elle propose des formations gratuites mais de courte durée, de 2 heures, 3 heures sur des séminaires, voilà, sur le fondamentaux des Azure, le fondamentaux de data. Voilà, donc sinon, vous pouvez voir les YouTube, il peut vous donner vous pouvez trouver des canaux ou des canaux gratuits, hein. Sinon, il y a d'autres, les autres sont, la majorité sont payantes, en fait. Splendide. Revenons à Fahel jusqu'à l'arrivée des autres questions. Ou bien si vous pouvez, par exemple, docteur, envoyer le lien de la formation de Microsoft, ce sera sympa. Ah oui, mais je vais voir, hein, parce que je ne sais pas s'il y a des formations actuellement, mais je peux t'envoyer et diffuser ça après. D'accord, vous pouvez me l'envoyer et je les enverrai, Inch'Allah, dans le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Bien sûr, vous pouvez voir le groupe WhatsApp via le chat, OK? OK. Passons à Fahad, revenons à Fahad. Il a beaucoup de questions aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. J'aimerais demander à docteur comment puis-je garantir la protection de la vie privée de mes données stockées dans le cloud? C'est-à-dire, la Euh, vie privée de qui, s'il vous plaît? de mes données dans le cloud. La vie privée de mes données. Hmm. Bon, là, pour la gestion des données, ça dépend, hein. Donc, on peut mettre des policies, voilà, des policies sur les applications où il y a les données. Je peux mettre des policies aussi sur les comptes de stockage ou les fichiers, les dossiers. Voilà, donc je peux mettre des policies pour, bien sûr, ou des permissions pour, bien sûr, garantir la protection des données sur l'accès, sur la copie, sur la modification, etc. C'est très simple. C'est clair, Fahd? Oui, oui, c'est clair, c'est très clair même. Et est-ce que c'est possible de partager mes fichiers stockés dans le cloud avec d'autres personnes? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Donc, l'idée, on peut le partager, comme j'ai dit, hein. C'est comme, je peux t'envoyer un lien et tu partages, tu télécharges ou tu peux installer une application desktop pour gérer les différents fichiers entre les différents utilisateurs, hein, sans aucun souci, hein. D'accord, merci. Bon, peut-être je laisse encore la parole pour réfléchir encore si il y aura une possibilité d'avoir question.
OK, merci. De rien. OK, je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Vous n'avez plus de questions, Farhad? Pour l'instant, il n'y a pas, mais je réfléchis encore en regardant un peu les documents. S'il y aura quelques questions, je n'hésiterai pas à vous demander ou à demander au docteur. D'accord, d'accord. OK, soyez bienvenus. Merci. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je répète, pour ceux qui ont des questions, veuillez, s'il vous plaît, soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Donc, à la fin de ce séminaire, Dr. Soufiane, voulez-vous ajouter quelque chose? Bon, pour moi, donc, je vous invite tous et je vous encourage tous à au moins explorer les services de cloud. C'est juste pour, il faut être curieux pour voir qu'est-ce qu'ils proposent. Peut-être vous pouvez monter en compétences dans vos compétences dans le cloud. Vous pouvez utiliser des services de cloud pour lancer un business ou autre. C'est tout. Voilà. Merci infiniment à vous, docteur, et à tous vos efforts et pour avoir expliqué ce séminaire qui est totalement indispensable dans notre vie, car le cloud, c'est notre poche, la petite poche où nous gardons nos dossiers. Ouais. Ouais. Merci aux participants pour avoir participé à ce séminaire. Pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook ou le site web de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou la semaine prochaine avec le séminaire de Battle City, les secrets du soft skills et le séminaire de Japon, langue, culture et emploi de travail avec Ruriko-san. Je vous souhaite une excellente soirée et au revoir. Une excellente journée et au revoir. Salut, bye bye.